Bonjour à tous. Muriel Anjalran, je vous accueille pour cette table ronde que nous organisons au FRAC Provence-Alpes-Côte d'Azur en marge de l'exposition de Nicolas Floch, Paysages productifs, que nous espérons pouvoir à nouveau ouvrir prochainement pour que vous la découvriez. Et c'est en marge de cette exposition qui regroupe un certain nombre de corpus d'œuvres de Nicolas que nous allons évoquer aujourd'hui, la commande invisible. Et je laisse Julie Chenot pour la Fondation Camargo vous introduire le panel et le programme de cette table ronde. On sera ensemble à peu près 1 heure. Merci Muriel. Donc, je vais demander d'abord à chacun des intervenants de se présenter. Je vais commencer par Thierry Botti, de dire en quelques mots leur position. Bonjour, donc je suis Thierry Botti, responsable du service communication diffusion des connaissances de l'Observatoire des sciences de l'univers Institut Pythéas, qui est un institut du CNRS d'Aix-Marseille Université et de l'Institut de recherche pour le développement. Voilà. Muriel Anjalran, je suis dans quelques semaines la directrice du FRAC. Dans l'intervalle, je suis toujours la directrice du CRP, du Centre régional de la photographie des Hauts-de-France à Douchy-les-Mines, et qui actuellement présente un ensemble d'œuvres de Nicolas Floch, mais d'une autre commande flux, mais on aura l'occasion peut-être de l'évoquer à l'occasion de cette table ronde. Bonjour, donc Nicolas Floch, je suis artiste plasticien, je travaille avec différents médiums, j'utilise beaucoup la photographie de plus en plus. Et je travaille depuis un certain nombre d'années sur l'environnement sous-marin et sur les paysages sous-marins. Bonjour, Julie Chénaud, je dirige la Fondation Camargo, qui est un lieu de résidence pour artistes, chercheurs et penseurs à Cassis, donc, aussi dans le parc des Calanques. Bonjour, Francis Talin, je travaille au parc national des Calanques. Et je m'occupe de tout ce qui est éducation, environnement, culture. Bonjour, Hélène Audifrin, je suis conseillère pour les arts plastiques à la Direction régionale des affaires culturelles à Aix-en-Provence. Et donc le ministère de la Culture a accompagné cette commande publique artistique dont nous allons parler aujourd'hui, Invisible, qui est la première commande sous-marine qui a été soutenue par le ministère de la Culture. Donc en fait, avant de vous parler directement de la commande, on voulait vous parler d'abord un peu de l'histoire de ce projet, de cette collaboration avec Nicolas et de l'émergence des prémices de cette commande. Et notamment, ça venait d'un projet que nous avons développé entre l'Institut Pythéas, le Parc national des Calanques et la Fondation Camargo. Et je vais laisser Francis et Thierry de faire une présentation de ce projet. De ce projet général, on a le parc national des Calanques, qui est un parc assez récent, il s'est créé en 2012 et quelques années après sa création, il a été intéressant pour nous de réfléchir dans ce lieu qui est vraiment en relation directe avec la ville, avec une métropole, à questionner quel est le lien à la nature et comment, dans une idée de transition écologique, on peut avancer vers un nouveau lien, une nouvelle façon d'être en relation avec la nature, respectueuse de celle-ci. Et donc la présence d'artistes, le travail d'artistes était très intéressant. Et puis l'avantage là de mon côté, moi, le territoire du parc national, c'était d'être aussi dans cette métropole, c'est-à-dire d'avoir à côté toute une structuration sur les questions de l'art, et puis de la même manière un des plus grands pôles de recherche français présents aussi sur place. Donc ces liens avec la science étaient déjà de longue date, et puis on a
j'ai rencontré Julie Chenot, et on a commencé à réfléchir au projet que l'on avait. Et à cette époque-là, moi particulièrement, je travaillais sur le paysage parce qu'on développait le premier plan de paysage du parc national des Calanques. Et on développait ça avec Gilles Clément. Et donc, il a fait vraiment sens que l'on puisse faire le lien en partant d'un projet sur l'art, en se questionnant sur la question du lien à la nature et en faisant un lien direct aux questions de science et en partant pour faire ce lien avec Gilles Clément, qui est paysagiste, mais qui a aussi qui est pour moi un philosophe contemporain aussi, et qui a fait le lien. Peut-être, je ne sais pas, Thierry, je te passe la parole avant de trop en dire. Oui, alors pour l'Institut Pythéas, cette résidence s'inscrit aussi dans la logique d'un long travail, d'une recherche qui a commencé il y a quelques années déjà. Tout d'abord, on est au cœur de nos problématiques scientifiques, puisqu'une grande partie de nos chercheurs travaillent sur ces questions de l'écologie, de la protection de la biodiversité et de la capacité à pouvoir s'adapter au changement climatique, que ce soit la capacité des sociétés ou la capacité de l'environnement. Par ailleurs, une partie de nos chercheurs se servent du parc national des Calanques comme laboratoire, comme lieu d'observation. Donc on était déjà impliqués sur ce territoire dans le domaine de nos recherches. Une de nos missions également, c'est de partager avec le public le résultat de nos recherches et de les accompagner, de les sensibiliser aux enjeux de la protection de cet environnement. Donc on a commencé depuis un certain nombre d'années à travailler sur différents axes pour communiquer, sensibiliser les publics et notamment à inviter des artistes à poser leur regard sur les objets sur lesquels nous posons notre regard tous les jours. D'ailleurs, c'est à cette occasion, ou dans le cadre d'un de ces projets, que nous avons rencontré pour la première fois Nicolas Floch en 2013, mais il en dira un peu plus tout à l'heure, à l'occasion d'une exposition pour l'inauguration du nouveau bâtiment du FRAC. Donc, dans cette démarche, j'ai moi aussi rencontré Julie Chenot, et Julie, elle l'expliquera certainement tout à l'heure, mais a fait le lien entre Francis et moi, et entre donc le parc et l'Institut, pour imaginer ensemble ce projet au cœur de nos problématiques de communication et nos enjeux scientifiques quotidiens. En fait, nous, du côté de la Fondation Camargo, moi j'étais arrivée en 2014 à la tête de la Fondation, qui était un lieu qui était un lieu plus fermé, moins ouvert sur ce territoire, qui était un lieu où les gens venaient, des artistes, des chercheurs, des penseurs, mais venaient séparément, pas forcément en lien avec le territoire. Et il se trouve que quand je suis arrivée à la Fondation, la première personne que j'ai invitée, c'était Gilles Clément, parce que je le connaissais d'avant, et donc assez rapidement, quand il était là, on était tous les deux sur le site de la Fondation, et on a passé des soirées à discuter en se disant, moi je lui disais, ce que j'aimerais bien, c'est tester de pouvoir utiliser cette fondation qui a une capacité de 13 appartements avec des jardins, et tout ce qui est sous l'étendue de notre regard, c'est le parc des Calanques, et c'est ce paysage, et c'est le Cap Canaille, la mer, le port de Cassis, et c'est de réfléchir sur ces sujets-là. Donc déjà en 2014, Gilles avait écrit quelques petits textes, et puis après c'est vrai quand on s'est rencontrés, on a commencé à travailler en fait on s'est rencontrés via des travaux d'artistes avec Francis, et puis avec Thierry, parce que Thierry et l'Institut Pythéas travaille beaucoup et depuis longtemps sur des croisements artistes et chercheurs. Donc c'est assez naturellement qu'on s'est retrouvés tous les trois ensemble, qu'on s'est dit comment on peut travailler sur la relation au vivant, sur ce paysage, via pas que des regards de gestionnaire du site, des regards de chercheurs et des regards d'artistes. Et on s'est dit, il nous faut quelqu'un pour penser, pour conceptualiser un peu et poser des questions
Et c'est assez naturellement qu'on en est arrivé à Gilles Clément. Et ça date de, je pense, les discussions étaient en 2015, 2016. 2016-2017. Et là, on a commencé donc à penser avec Gilles, d'abord un premier texte, et puis premier texte qui a servi à faire un appel. On a fait un appel international dans lequel par cet appel, on a sélectionné 8 artistes. Je ne sais pas si, Francis, tu peux expliquer comment on a fait cette sélection des 8 artistes? Oui, donc on a reçu déjà plus d'une centaine de candidatures. L'idée, donc, c'était d'avoir des artistes internationaux, un peu de tout type d'horizon. Donc on a essayé sur les 8 possibilités que l'on avait d'avoir un équilibre. Et donc, c'est pas nous directement d'ailleurs qui avons fait ce travail de choix, mais on a créé un jury avec des chercheurs, avec des spécialistes du monde de l'art, et un gestionnaire qui ont réfléchi ensemble et travaillé et qui ont discuté. C'était très intéressant d'ailleurs, parce que des fois le regard de l'artiste, de la personne spécialiste du monde de l'art était très attiré par un projet que le spécialiste du monde scientifique jugeait être totalement de la bullshit science. Et donc on est arrivé à un équilibre et on a eu donc 8 personnes, pour moitié des Français, pour moitié d'autres pays, Brésil, États-Unis, Irlande, Japon, et puis aussi des hommes et des femmes, ce qui était important. Et donc ils sont, parleront juste restés un mois, et ils ont réfléchi pendant un mois, à la fois avec Gilles, à la fois ensemble, et à la fois par eux-mêmes, sur chacun le projet qu'ils avaient écrit et comment l'avancer. Donc on est passé du stade d'une idée à un stade quelque part de pré-projet. Et avec certains artistes, on a pu aller plus loin, parce que dans le financement que l'on avait eu grâce à la fondation Daniel et Nina Carasso, on avait prévu directement 2 ans, c'est-à-dire d'abord la résidence pour les 8 artistes pendant un mois, et puis la capacité d'en garder 2 pour aller plus loin et pour passer du projet à la réalisation. Peut-être aussi, Thierry, tu peux nous dire un peu, parce qu'on avait fait tout un travail durant cette résidence pour aussi mettre en contact chacun des artistes, puis chacun des artistes, on les avait choisis pour qu'ils répondent à des spécificités aussi scientifiques et des espaces spécifiques du parc. Et tout. Oui, tout à fait. Une de nos volontés à travers ce choix, c'était que, effectivement, on parlait d'une résidence art et sciences, donc il fallait qu'on puisse mettre en face de chaque artiste des scientifiques. Donc la réflexion s'est aussi portée sur des projets qui permettaient de mettre en face des scientifiques de notre institut. Donc ça a été un des critères d'analyse. Après, on s'intéressait aussi à des gens dont le projet attachait une attention particulière au territoire du parc et à ce qu'on pouvait trouver sur le parc. Et Nicolas donc, était un des 8 artistes qu'on a sélectionnés, mais moi, quand on a le jury, le comité de sélection, là, il y avait un accord unanime sur le projet de Nicolas, mais nous, ce qui m'intéresserait, c'est que tu nous dises comment toi, tu as entendu parler de cet appel, et puis pourquoi tu y as répondu et comment tu y as répondu. Alors, et comment tu as vécu cette première résidence de 5 semaines? Alors, quand j'ai vu cet appel à projet, il tombait, je dirais, à un moment, pour moi, il tombait vraiment au bon moment. Parce que alors l'histoire avec... Je fais une petite parenthèse sur l'histoire avec Marseille, parce que, en fait, j'ai commencé un travail conséquent sur le milieu sous-marin en 2010.
Et j'ai commencé un travail sur les récifs artificiels. Et quand j'ai commencé, qui sont des structures immergées, des architectures immergées, et quand j'ai commencé ce travail, je me suis rendu compte que le plus grand site français et européen se trouvait à Marseille, de Récif, et évidemment tout de suite je suis allé voir le FRAC et Pascal Neveu qui préparaient l'ouverture du nouveau bâtiment, donc de ce bâtiment, et qui organisaient des résidences Art Sciences, et là il m'a mis en contact avec l'Institut Pythéas, et j'ai commencé à travailler avec Sandrine Ruiton sur la question des récifs, sur laquelle je travaillais avec différents chercheurs déjà. Donc ça c'est le premier contact et le premier travail qui s'est fait avec Marseille et avec le territoire déjà du parc des Calanques. Mais à la suite de ces projets, j'ai commencé à partir de 2015 non plus à travailler sur les habitats artificiels, même si j'ai continué, mais plutôt à travailler sur les habitats naturels et par extension à travailler sur le paysage. Et sur les paysages sous-marins, pour plusieurs raisons, c'est que j'ai fait le constat déjà que ces paysages étaient très peu représentés, peu considérés, et qu'en fait, si on prend l'exemple d'un Français, il ne va pas forcément avoir une image des fonds et des paysages sous-marins de ses propres côtes. Alors qu'il peut avoir une image de fonds sous-marins, des pays tropicaux, parce que le corail va être un sujet, va être plus représenté, et par extension, on fait des photos avec des plans un peu plus larges où on va voir le paysage. Mais sinon, les images que l'on peut voir sont centrées souvent sur la faune, sur la performance sportive, sur l'expédition, avec un regard qui est relativement anthropocentré. Et il y avait ce premier constat, donc il y a une sorte un peu d'image manquante par rapport à la représentation d'un territoire. Ensuite, le deuxième élément, c'est que non, j'ai un peu perdu le film, c'est pas grave. Il y avait ce premier constat, oui, par rapport au paysage. La deuxième chose, c'est que je plonge depuis très longtemps et j'ai vu ces paysages se transformer. Et sous l'eau, les paysages se transforment très très rapidement. Et il me paraissait important, non seulement de travailler sur une représentation, mais de travailler sur une sorte d'inventaire de ces paysages. Donc j'ai commencé en 2015 un travail en Bretagne sur les paysages sous-marins que j'ai, je dirais, affiné, j'ai précisé mon regard, je dirais, en partant avec Tara Expédition entre le Japon et Taïwan, où cela m'a permis je dirais, d'avoir une vision un peu plus globale en lien avec le réchauffement climatique, l'acidification des océans, on va dire des problématiques qui vont exister à une échelle globale. Et voilà, après cette... j'avais commencé le travail en Bretagne avant la résidence sur Tara, mais après, ça me paraissait, ce travail que j'avais commencé d'inventaire des paysages sous-marins, me paraissait vraiment essentiel, et je voulais le continuer sur l'ensemble des côtes françaises. Et donc, évidemment, je pensais à l'espace méditerranéen, que je connaissais peu. J'avais fait quelques plongées en Méditerranée, mais je connaissais moins que d'autres zones. Et à ce moment-là, j'ai vu l'appel à projet qui, pour moi, tombait vraiment à pic. Et donc, comme la proposition était de travailler
de proposer un projet sur le territoire du parc national des Calanques, qu'il soit terrestre ou marin. J'ai donc proposé de travailler sur une représentation des paysages sous-marins sur le territoire du parc. Mais à ce moment-là, avec l'idée de travailler sur différents points, je ne savais pas encore comment, je voulais travailler sur une représentation la plus complète et diverse possible des paysages, sur les différentes typologies de paysages. Et comment ces 5 semaines de résidence ont fait évoluer, avec les rencontres que tu as faites, ont fait évoluer ton projet initial? Alors les 5 semaines ont été déterminantes parce que, comme je le disais tout à l'heure, à bord de Tara, j'ai pu avoir une vision, beaucoup plus globale, à l'échelle planétaire, et des choses que j'avais pu observer, pour moi, devenaient lisibles sur les territoires. Et durant ces 5 semaines, j'ai pu comprendre un certain nombre de choses aussi, plus au niveau local, cette fois-ci, grâce aux équipes du MIO et du parc, donc avec les équipes du MIO et de l'Institut PTAS, on est allé plonger sur plusieurs sites comme les îles de Riou, sur des zones très protégées, l'exutoire de Cortiou sur une zone à forte pression, on en reparlera après, la sortie, le tuyau, le passage du tuyau des bouts rouges à la sortie de Cassis, parce qu'il y avait des scientifiques, des agents du parc qui devaient faire un suivi sur ce tuyau. Donc on est allé sur différentes zones comme ça. On a fait 6 plongées à peu près avec les agents du parc et les chercheurs du MIO qui m'ont permis de lire quelques sites clés, on va dire, du parc. Et de manière un peu plus solitaire, j'ai commencé à explorer principalement la baie de Cassis et les calanques autour de Cassis, là, plus en apnée, cette fois-ci, et à longer le trait de côte. Et en fait, en longeant le trait de côte et en commençant à comprendre ce paysage, je me suis dit que le territoire du parc était grand, mais suffisamment petit pour que je puisse longer l'ensemble du trait de côte, c'est-à-dire 162 km de côte si on prend tout le déroulé de la Ciotat jusqu'à Marseille, avec le tour des îlots. Et donc je me suis dit que pour avoir une sorte d'inventaire comme ça de ces paysages, que si je faisais une photo très très régulièrement le long de ce trait de côte pour avoir vraiment un déroulé du paysage, cela permettrait d'avoir un document très particulier sur ce territoire. Et il y avait, sur cette idée quand même d'état à un instant donné, je dirais, d'un territoire, sur ce que j'avais amorcé en Bretagne, j'étais dans cette même dynamique. On parlera après de ce que peut être ce fond photographique et tout, puisque ça rentre vraiment sur les questions de la commande. Mais voilà comment tout ça a démarré. Et donc à la fin de ces 5 semaines, il y avait eu cette période de recherche, en quelque sorte, et l'objectif était d'arriver à réaliser en fait ce projet qui avait été amorcé durant la résidence. Donc c'est vrai qu'à la fin de ces 5 semaines, voilà, il y avait quelques projets qui avaient commencé à émerger des 8, et puis on avait en tête ce que Francis a mentionné, l'idée qu'il y ait, en fait, avec la Fondation Carasso, on leur avait demandé la possibilité d'avoir 2 bourses supplémentaires pour commencer à lancer les productions sur 2 projets qui pouvaient être issus des 8 ou pas. Et donc, on a d'abord fait un rendu en fait des 5 semaines ici au FRAC. Donc, le FRAC a vraiment suivi tout le long du projet. Tout le long, le projet. C'est vraiment là qui est devenu notre partenaire aussi, qui a fait partie, je veux dire, au départ on est les 3 partenaires du projet, mais on est vraiment 4, et
le FRAC a soutenu le projet dès le moment de la résidence, jusque maintenant encore, en accueillant l'exposition. Et c'est vrai que c'était dans les... Il y avait certains des 8 artistes où il y avait peut-être moins d'envie, moins de propositions concrètes qui nous ont été faites, mais il y avait comme ça, Nicolas, il y avait une proposition très claire qui, par ailleurs, correspondait aux préoccupations, on va dire, et aux priorités des différents de Pitéas, du parc. Nous, artistiquement, de la Fondation Camargo, c'était une évidence que de pouvoir continuer avec Nicolas, c'était une envie. Oui, pour le parc, c'était aussi une évidence parce que en 2015, ayant fait le plan de paysage terrestre du parc et ayant travaillé sur ce sujet, moi je me suis dit, tout de suite dit à ce moment-là qu'il fallait qu'on essaye de faire un plan de paysage sous-marin. L'idée de plan de paysage, c'est une sorte de document d'urbanisme qui permet, plutôt que de se battre et de se partager le droit à bâtir d'un territoire, c'est de regarder ensemble le paysage et de se dire quel paysage avons-nous et quel paysage voulons-nous avoir dans le futur. Et donc c'est un moyen de gestion différent de gestion d'un territoire. Évidemment, le territoire sous-marin est un territoire qui est propriété de l'État, mais globalement, tout ce que l'on fait en surface a une incidence sur ce paysage sous-marin. Et donc commencer à regarder le paysage sous-marin avec un regard de paysage, et ce regard-là, c'est-à-dire avec un regard de paysage à gérer, à restaurer, à entretenir, un paysage qui est un morceau de l'écosystème grâce auquel on vit. Marseille est reliée au milieu marin, par le transit des bateaux, par la pêche, par son attrait touristique. La mer est un élément essentiel. Et donc la gestion de ce milieu marin peut passer, et je pense va passer par l'avenir, par la question du paysage. Et donc on s'est lancé aussi et avec aussi Gilles Clément, dans la réflexion d'un plan de paysage sous-marin pour le parc national des Calanques. Et donc le projet de Nicolas arrivait vraiment à point nommé parce qu'il permettait de faire une réflexion artistique sur le paysage. Moi qui viens plutôt du monde scientifique, j'avais une notion d'écologie du paysage, c'est-à-dire quel est le vivant à l'intérieur du paysage, et quand on le regarde, comment on comprend les interrelations du vivant. Et il y a évidemment le paysage avec son regard artistique, et l'artiste le voit, le retranscrit et permet de le montrer au public. Et donc ça, c'était vraiment quelque chose qui concordait parfaitement avec la démarche un peu plus administrative qu'on essayait de lancer au parc pour renouveler la façon de gérer un territoire et de le gérer durablement. C'est vrai que c'est alors, Hélène, toi, tu as suivi le projet même dès qu'on a fait l'appel, on était en contact et tu suivais le projet avec attention en disant qu'est-ce qui va en sortir. Est-ce que tu peux nous raconter aussi, toi, nous dire ton point de vue, et puis comment on en est, et nous rappeler aussi qu'est-ce que c'est après avec une commande. Oui, le cheminement est assez inhabituel ici dans ce contexte, puisque habituellement la commande publique artistique, c'est vraiment un maître d'ouvrage toujours public qui a une démarche volontaire de réalisation d'une œuvre d'art pour l'espace public. Et ici, ce qui était très intéressant, c'est que ce sont plusieurs partenaires publics et privés, puisque la Fondation Camargo est un espace privé, se sont associés, donc plusieurs acteurs du territoire, et ont travaillé cette question qu'ils partageaient sur cet environnement du parc national des Calanques, et que finalement la phase habituelle de la commande publique artistique est celle des études, où on fait un appel à projet, où on a mis des artistes, et là c'est allé beaucoup plus loin puisqu'il y a eu de vraies résidences d'artistes avec un temps plus long
et surtout une présence sur le territoire et avec les acteurs du territoire. Et donc Nicolas qui a pu rencontrer les chercheurs, les usagers du parc, un certain nombre d'acteurs du territoire, et qui a pu aussi s'appuyer sur la position de ce FRAC-PACA, qui s'est beaucoup impliqué. Donc évidemment, on avait vu l'exposition des rendus de résidence à l'issue de ce premier temps. Et puis, donc, tous ces partenaires ont contacté le ministère de la Culture via la DRAC, qui est le ministère de la Culture en région, pour se demander si ce Conseil national de l'art dans l'espace public, qui se réunit plusieurs fois par an à Paris, pourrait suivre sur ce projet qui pourtant ne s'était pas déroulé dans la formalisation habituelle. Et donc on a été avec Nicolas et l'ensemble des présents ici, pas Muriel encore, mais auprès de ce conseil. Et évidemment, ce qui était très intéressant dans ce projet, c'est à la fois la forme de la commande, qui était nouvelle à plusieurs titres, puisque pour moi c'est une commande qui est d'une richesse infinie dans les formes d'apparition, mais aussi tout simplement par son sujet, qui est le sujet des fonds sous-marins, puisque c'est la première fois, je pense, dans l'histoire de la commande publique artistique, qui est une histoire très ancienne, qui prend pour sujet ces fonds sous-marins, ce paysage que l'on ne voit pas, sur lequel l'homme a souvent beaucoup d'emprise, mais en réalité qu'il ne regarde pas vraiment. Et donc là, il y avait ce premier enjeu qui était le sujet de la commande, et ensuite la pluralité des formats proposés par Nicolas dans les formes d'apparition. Donc ça, je te laisserai peut-être en parler, mais tout de suite, il y a eu l'idée, d'abord, pour moi, il y a la forme de la performance, puisque photographier 162 km de côte en apnée, évidemment sur un temps long, mais c'est quand même une performance d'artiste, même si on n'était pas invité à assister à la performance, il y a quand même une notion physique dans l'attrait du corps aussi, qui vient dans le projet artistique. Et ensuite, il y a un rendu de la commande qui prend les formes. C'est vrai que dans l'espace public, il y a une histoire de la commande publique artistique qui prend souvent la forme, évidemment, depuis des siècles, de la statuaire qu'on retrouve dans les villes, de fontaines, etc. Et là, on est dans une proposition qui n'est pas celle d'un objet unique. Et c'est là aussi, je crois, tout l'intérêt de cette commande publique. Donc peut-être je laisse davantage Nicolas parler de ces sujets, mais ces propositions variées dans la matérialité de l'œuvre sont extrêmement intéressantes dans ce que ça pose comme question sur l'espace public. Oui, alors complètement. Moi, c'est vraiment un endroit aussi qui m'intéressait par rapport à la commande, à ce qu'est une commande publique et comment est-ce qu'on répond à une commande publique, parce que comme Hélène le disait, on a parlé beaucoup de ce qui pouvait être les livrables de cette commande. Mais il y avait d'abord le sujet, parce que on parle de sculpture. Bon, j'ai aussi une pratique de sculpture, c'est-à-dire que je ne fais pas que de la photographie, mais là j'ai choisi, et pour moi c'est important, et c'est important aussi aujourd'hui, peut-être à un moment donné, de ne pas faire une sculpture, de ne pas construire quelque chose de gigantesque, mais plutôt peut-être de travailler en négatif, c'est-à-dire d'aller révéler un patrimoine, mais qui est un patrimoine naturel, existant, et d'aller faire émerger en quelque sorte un paysage qui est invisible pour beaucoup. Et donc il y avait vraiment cette idée de donner accès à un territoire, à un public local. Après, il y avait cette question d'inventaire, comme je le disais, parce que pour moi, il y a la question du document, vraiment l'ensemble des images. Alors, comme on disait tout à l'heure, il y a d'abord, pour moi, ce qui va faire œuvre, c'est l'ensemble. C'est l'ensemble des choses. Donc, on peut prendre les éléments séparément. Chaque élément peut être parfois indépendant, mais une partie d'un tout qui va faire l'œuvre. Et donc, il y a d'abord cette question du fond photographique.
puisque comme je le disais, je fais une photo quasiment tous les 10 mètres. Donc ce fond, moi j'en ai un usage, je dirais, d'artiste, c'est-à-dire que j'ai des photos brutes et je vais travailler comme tout artiste qui va travailler en photo à développer une image. Je vais travailler sur le tirage, donc ce sont des processus de création, puisque une image n'est pas juste une prise de vue, il y a un travail derrière jusqu'à l'exposition. Donc moi ce fond est ma matière pour montrer le travail que c'est ma matière de travail, mais je vais en avoir un usage artistique. Mais après, c'est un document aussi très conséquent qui peut avoir d'autres usages. Et des usages, alors Francis peut l'utiliser parce que c'est aussi une représentation du territoire sur lequel il travaille. Thierry, avec le zoo Pitheas, ça peut être une ressource pour en océanographie, mais pas uniquement, aussi dans d'autres domaines. Et il me paraissait essentiel que un public de chercheurs puisse avoir accès à cette ressource. Et donc, j'ai proposé que dans les livrables, il y ait une copie de mon fond photographique qui soit remise aux chercheurs et qu'ils puissent l'utiliser librement dans le cadre exclusif de la recherche. Et juste pour le public, c'est vrai, c'est que ce fond-là, on parle d'environ 30 000 images, donc c'est pas... C'est conséquent. Voilà, c'est pas rien. C'est vraiment donc un peu un inventaire à un instant T de l'ensemble du trait de côte du parc national des Calanques. Entre 0 et 30 mètres, en sachant qu'il y a... Sachant qu'en gros, tu as fait une photo tous les 10 mètres, voilà. Quelque chose comme ça. Donc c'est vraiment assez important. Voilà, et là il s'agit de fichiers bruts, c'est-à-dire fichiers non développés. Ce ne sont pas les tirages d'exposition, par exemple, ou les tirages de la commande, c'est différent. Donc ça, c'est le premier élément. Mais c'est comment cette commande n'est pas un objet vers lequel on va, mais c'est un ensemble d'éléments qui vont aller vers des publics divers. En fait. C'est-à-dire que la commande va vers... c'est une commande publique qui va vers les publics. Donc, il y a ce public qu'on va dire le chercheur. Ensuite, il y a évidemment tout le travail que je vais faire, moi, à partir de ces images où je vais raconter un petit peu ce que j'ai vu. Je ne sais pas si on aura le temps là de rentrer dans le détail de ce que j'ai pu observer, mais en tout cas, il y a ce déroulé, qu'est-ce que j'ai observé, qu'est-ce que je retire, qu'est-ce que je raconte. Donc je choisis un certain nombre d'images que je vais travailler, que je vais développer, que je vais choisir pour ce qu'elles racontent ou pour des choix plastiques aussi, des choix... Il y a plein de manières de sélectionner ces images. Et il me paraissait important qu'un assez grand nombre soit accessible dans un objet. Donc il y avait la question du livre qui s'est posée. On va revenir, je pense, sur le livre qui est ici. Donc l'ouvrage faisait partie des livrables de la commande. Ensuite, il y avait les images du livre et un ensemble de 300 images, pour moi, qui sont les images qui vont être des images d'exposition, pouvaient être utilisées, on va dire, par les différents partenaires. Ensuite, on a choisi de faire 2 posters qui allaient pouvoir être diffusés sur le territoire, et surtout d'avoir, ça c'est un élément très très important pour moi, 50 tirages originaux en petit format qui allaient être dans des lieux publics. Pas forcément, c'est pas un parcours, c'est-à-dire qu'on ne va pas aller faire le parcours pour aller voir ces 50 images, mais ces images sont dans des lieux de vie. C'est-à-dire que ça peut aller du collège de Cassis, à la librairie de Cassis, à un restaurant au Goude, à une mairie, au théâtre de la Criée à Marseille. Oui, c'est des lieux en fait qu'on a choisi ensemble. En fait, comme vous le voyez, c'est vraiment un projet qui a été monté à plusieurs et c'est pour ça que ça se fait beaucoup à plusieurs voix, parce qu'en fait
c'est un travail de tous les partenaires, et chacun a apporté des éléments, et donc le lieu, le choix des 30 lieux s'est fait vraiment dans cet esprit-là. Et dans cet esprit-là, pour rester sur le trait de côte, donc entre La Ciotat, Cassis et Marseille. Que tout type de public puisse voir, oui, et que les images soient appareillées à distance assez courte entre là où se trouve le lieu de présentation et où elles ont été prises dans l'eau. C'est de manière de montrer son paysage proche du milieu sous-marin, juste à côté de chez soi. Et peut-être après c'était l'idée de choisir à chaque fois donc des lieux accessibles au public, pas forcément au public, comme on disait là, un café, mais ça va, une université, une entreprise, et à chaque fois qu'il y ait quelqu'un qui accueille l'image et qui puisse en parler. Peut-être, là, on a commencé les repères, enfin, on a listé les 30 lieux, et on a commencé à les rencontrer avec Nicolas depuis une dizaine de jours, chacun des lieux. Peut-être que Nicolas, tu peux nous expliquer un peu quelques rencontres, parce que c'est assez beau. Oui, ce qui est important, c'est que... Alors, ces lieux, moi, j'ai évidemment fait confiance à Francis, Julie et Thierry, pour leur connaissance du territoire aussi, de ce maillage. C'est-à-dire qu'il y a quelques idées qu'on a pu avoir ensemble, mais c'est principalement vous qui avez choisi ces lieux, parce que ce qui était important pour moi, c'est que ça puisse être un maillage très large et très divers, mais à chaque fois qu'il y ait une personne qui puisse accompagner cette image. Et vraiment, à la fois raconter l'histoire du projet, pouvoir dialoguer avec les gens, et que ça ne soit pas juste une image placée comme ça, mais qu'elle rentre en dialogue aussi avec le territoire et avec les personnes qui allaient croiser cette image. Et donc, évidemment, quand moi je vais dans ces lieux pour choisir l'endroit où va être placée l'image, je rencontre les gens en même temps, et à chaque fois c'est une rencontre. Hier, on était à la brasserie Zoumal, donc là c'est une brasserie dans Marseille, c'était vraiment avec des bières qui ont des noms de d'îles en plus, donc ça fait évidemment complètement sens puisque ça fait référence au territoire, mais on a c'était une rencontre avec la personne qui tient ce lieu. Je pense à un cuisinier au Goud qui fait tout un travail autour de la bouillabaisse, donc là on a une relation, son restaurant qui en même temps chez lui donne sur la mer, donc on est vraiment encore face au territoire, mais il accueille des tout petits groupes de gens, donc là ça va toucher peut-être une dizaine de personnes chaque jour, mais qui aussi dans un contexte un peu intime. Au collège de Cassis, ça va être à la bibliothèque, et là où le professeur en art plastique va aussi, et la bibliothécaire vont accompagner le projet. Je pense au libraire de Cassis, ou au cinéma de Cassis aussi, où c'était une belle rencontre. Donc il y a au théâtre de la Criée, où on met une photo près des vestiaires. Donc à chaque fois, ce ne sont pas forcément des lieux. On était hier à la station marine d'Andoum aussi, où on parlait avec les chercheurs sur l'endroit où on mettait aussi cette image. Et c'est pas toujours l'endroit où elle va être le plus mise en valeur, c'est plus un endroit où elle va pouvoir être vraiment en interaction avec la vie dans ce lieu, et avec les gens et avec le public. Et qu'elle rentre dans la vie, pour moi, c'est comme je disais, une commande qui va vers le public et qui est disséminée sur le territoire. Et plutôt que de mettre... c'était vraiment une discussion avec Hélène quand on s'est dit comment est-ce qu'on la formalise, parce que je pense que la question des images est quand même l'élément important, parce qu'on aurait pu se dire on met, puisque ça a fait l'objet de pas mal de discussions quand même, on aurait pu se dire on met 2 ou 3 grandes images dans des lieux, sur des très grands grands tirages, sur des grandes bâches, ou quelque chose d'assez imposant.
Et plus que le côté monumental, justement, qui est souvent présent dans une commande, d'ailleurs dans une commande publique, je préférais l'élément à la fois beaucoup plus discret. Ce sont des petits formats, des 30-40, donc c'est vraiment pas du grand. Et en fait, ce projet de commande, je trouve qu'il est passionnant dans ce qu'il réinterroge aussi de la présence dans l'espace public et la manière dont on peut infiltrer l'espace public de façon plus intime et avec une échelle peut-être plus humaine et qui n'est pas dans la monumentalité, l'affirmation d'une image comme ça, souvent dans les propositions qui sont réalisées dans l'espace public. Tu parles de sculpture monumentale, c'est quand même l'histoire de la commande, c'est souvent autour de ça. Et là, d'un coup, on est dans une relation au public qui est peut-être plus humaine dans une certaine chose, comme toute l'échelle de ce projet en fait. Toute l'histoire de ce projet, où ça s'est fait de rencontres. Et là, c'est à nouveau les images qui vont à la rencontre du public de façon peut-être plus douce et généreuse dans ce que ça propose. Donc je trouve que c'est passionnant dans la multiplicité des formes, comme on le disait. En fait, c'est à la fois des images pour la recherche, pour le public, dans tout le travail que va mener le parc, dans l'éducation à l'environnement, la sensibilisation à l'environnement, et à la fois comme ça dans un quotidien d'un certain nombre de personnes sur tout ce territoire, ces images qui vont rappeler ce paysage de proximité que l'on ne voit pas, mais tout d'un coup on vient le leur révéler, le partager. Donc je trouve qu'il y a une très belle poésie. Ce que tu ne dis jamais en tant qu'artiste, c'est qu'il y a une qualité plastique des images, et ça c'est à nous d'en parler aussi. C'est-à-dire que évidemment ce sont des images qui documentent un instant T, comme disait Julie, sur ce fil des 162 km de côte du parc des Calanques, mais c'est quand même une sélection d'images qui sont considérées comme des images à valeur artistique, et que c'est la beauté des images aussi qui est importante dans la rencontre artistique, donc il ne faut pas oublier ça. Donc évidemment ça montre un environnement que l'on ne voit pas, etc., mais ça crée aussi des émotions artistiques. Donc il y a la question de la beauté. Dans l'exposition qu'on peut voir, on n'en a pas encore parlé, mais qu'on peut voir au FRAC actuellement, et j'espère que le public pourra la voir de façon nombreuse. Ce qui frappe avant tout, c'est l'expérience sensorielle que propose Nicolas dans ces images, qui sont vraiment des images où le regardeur entre en immersion et devant ces paysages noirs et blancs, par la qualité du tirage d'abord, par la qualité des nuances de gris, la qualité du relief qui apparaît dans ces photographies, et l'exposition du FRAC elle rend vraiment compte de cette beauté. Parce que finalement, au départ, je pense que le regardeur va se demander de quel endroit il s'agit. Il y a une espèce de paysage non situé, mais c'est tout un travail comme ça aussi qui est imposé au regardeur de s'interroger sur ce qu'il regarde et quel paysage il observe. Voilà, donc ça c'est aussi important, la beauté et la qualité des images. Peut-être Muriel, parce que alors, le hasard des choses ont fait donc un des livrables était le livre invisible, et donc Nicolas s'est dit ok, on réfléchissait quel article et quel texte il pouvait y avoir, et donc c'était assez évident qu'il y ait un dialogue avec Gilles Clément, aussi assez évident qu'il y ait un dialogue avec Pascal Neveu, parce que comme l'expliquait Nicolas, il y a quand même une histoire de la relation avec Pascal et avec le FRAC ici, et il fallait un troisième texte, avec une autre perspective, et donc j'ai demandé à Muriel qui était... Il n'y avait pas de connexion avec le FRAC à ce moment-là, hein, c'était hasard total. Tu dirigeais le centre régional de la photographie à Louchine, dans les Hauts-de-France, et on travaillait ensemble autour d'une commande de photographie, cette fois qui s'appelle Flux, et tu montrais des images au CRP, et donc je t'ai demandé si tu voulais bien écrire le texte introductif du livre et écrire un texte pour le livre, et voilà, c'est comme ça que ça s'est fait.
Et peut-être, Marie, tu veux aussi, parce que ton texte est aussi plus sur le travail, moins sur le processus dont on a beaucoup parlé là, mais peut-être plus de ce dont Hélène parlait, de travail artistique. Tout à fait, je souhaiterais prolonger ce qu'Hélène a commencé effectivement à esquisser. Je pense que c'est très important de resituer aussi le travail de Nicolas dans une généalogie, aussi une histoire de l'art, qui n'est pas seulement une histoire du paysage, qui est même plus vaste, avec un certain nombre d'entrées qui nous ramènent à l'art conceptuel, à l'art de la performance. Tu l'évoquais, Hélène, c'est quelque chose aussi qui irrigue ton travail depuis ses origines, et je pense que avec le travail de la commande photographique aujourd'hui, on mesure peut-être pas aussi que tu fais tout un travail de sculpture et d'installation, mais c'est vrai que si ces dernières années tu as été vraiment très concentré sur ce projet-là, qui prend aussi, qui est tout un travail en rhizome, et ça ce sera peut-être aussi important que tu l'expliques, parce qu'au sein de l'exposition du FRAC, on a la commande invisible, mais on a aussi tout ce travail sur la couleur de l'eau. Tu as d'ailleurs engagé dans le nord de la France. Mais le sens de ma contribution au catalogue, c'était ça, c'est de dire que le travail de la commande se situe dans une histoire de la photographie à plusieurs titres. On sait à quel point l'histoire de la photographie et de la commande sont intrinsèquement liées, et aussi à l'histoire du paysage et à sa reconnaissance. Et ça, dès les origines de la photographie, notamment du côté américain, avec ces pionniers de la photographie qui vont accompagner la découverte des grands paysages sauvages américains, et contribuer aussi à la reconnaissance, et notamment Yellowstone et toute cette généalogie autour effectivement des parcs naturels américains. Plus loin dans le temps, évidemment, la data, où toute une scène artistique française a accompagné une sorte de documentation, de cartographie d'un territoire, mais avec des esthétiques extrêmement différentes et un regard d'auteur, et ça c'est extrêmement important. Évidemment, on peut citer De Barbon, Koudelka, Suzanne Lafont et bien d'autres dans cette histoire de la photographie. Mais ce que je tends aussi, au-delà de la photographie, que je tends à essayer de montrer, c'est que aussi on retrouve cette histoire de l'expérience que commençait à évoquer Hélène, et de cette dimension performative. C'est qu'il y a vraiment la question du corps dans le paysage, alors là dans le paysage sous-marin, et donc c'est tout à fait aussi inédit, parce que voilà, on a des artistes de l'art conceptuel. Donc j'évoque Alice Fulton, qui est un travail que je suis depuis de nombreuses années, mais qui là nous parle des paysages effectivement de montagne. Et là, cette question aussi du corps à corps avec le paysage, du paysage qui se déroule, et comment on restitue à un public, à une audience qui par nature n'a pas fait cette expérience d'être dans le paysage avec l'artiste ou sous l'eau avec toi, peut ressentir effectivement la force et la teneur de cette expérience. Et ça, c'est aussi quelque chose, je crois, qui est important dans ton travail, et qui peut-être tu peux nous parler. Et une question aussi pour relancer aussi le débat, c'est, vous l'avez longuement évoqué, à quel point le corpus photographique que tu nous offres constitue un document scientifique, mais en quoi cette démarche-là oriente le scientifique, enrichit la connaissance qu'il peut avoir à travers une photographie qui est consubstantielle aussi aux recherches photographiques, la biologie sous-marine, une photographie en couleur, on a toute cette histoire-là. Et ce serait tout à fait intéressant de dire que toi, ta démarche, en quoi elle va vraiment déplacer ou enrichir. Voilà, c'est ce. Pour moi, je pense qu'il y a une question qui est essentielle par rapport à l'espace sous-marin, et si on compare l'espace sous-marin et l'espace terrestre, sur cette question du regard, c'est-à-dire que quelque part sur Terre, il y a énormément de gens qui vont interroger les espaces et les représentations qu'on s'en fait, puisque les espaces, la perception d'un espace existe aussi en grande partie par la représentation
qu'on s'en fait. Ce qu'on ne voit pas quelque part n'existe pas. Et donc sur Terre, je dirais que la diversité des pratiques fait que les représentations sont en permanence réinterrogées. Et on le voit dans les pratiques artistiques qui sont extrêmement dynamiques et comment tout est en permanence rejoué et re-questionné surtout. Sous l'eau, il y a beaucoup moins de monde. Et il y a beaucoup moins de monde à travailler. C'est déjà un espace qui est difficilement accessible, qui est contraignant pour plein de raisons. On est dépendant de la météo, mais de plein de facteurs. Et donc, forcément, il y a un petit peu moins de monde à y aller, et donc moins de monde à regarder ces espaces, moins de monde à les représenter, et donc à questionner ces représentations. Et ce qui fait qu'on a eu il y a les personnes emblématiques qui vont... alors évidemment, il y a tout un héritage. Alors il y a tout l'héritage littéraire de Jules Verne. Enfin, je ne vais pas tout dérouler. Il y a plein d'entrées différentes et plein de filtres qui nous font lire ces espaces. Cousteau fait partie aussi vraiment... je dirais, il y a d'un côté les aquariums, la représentation qui héritait des aquariums. Il y a aussi tout le travail qu'a fait le commandant Cousteau, qui a vraiment orienté les regards aussi et la manière de représenter les choses. Et il y a quelque chose qui est perpétué sans forcément interroger la manière de montrer cet espace. Et c'est comme ça aussi que j'en suis arrivé au constat que le paysage était en fait... n'était pas montré dans sa banalité, c'est-à-dire ce qui s'étendait sous le regard n'était pas montré. Parce que moi, les images, c'est-à-dire que je faisais le constat que ce que je voyais passer comme image, ou ce que je pouvais voir comme image, si je faisais des recherches d'images, ne correspondait pas à ce que je voyais sous l'eau. Et il y avait un décalage énorme. Et je pense que c'est... Voilà, c'est quelque chose qui est très très important d'aller regarder déjà et d'aller interroger ces représentations. Ensuite, il y a aussi une chose qui est importante que je n'ai pas dit tout à l'heure, c'est que Invisible, donc la commande, fait partie d'un corpus aussi un peu plus large. C'est-à-dire que, comme toujours, les projets commencent avant le projet et continuent après. C'est-à-dire que c'est pas une chose, c'est vrai, parce qu'on a aussi tendance beaucoup à cloisonner les choses, alors que le monde n'est pas cloisonné, tout est interagissant, et les choses ne fonctionnent pas comme ça. Et on cloisonne les disciplines, on cloisonne les projets, on cloisonne, et ça ne fonctionne pas comme ça. Et donc, Invisible, il y a des choses effectivement qui ont commencé avant, qui continuent après. Alors, ce livre, pour moi, est très important parce que c'est donc, Invisible fait partie d'une série de projets qui se nomme Paysages productifs. Et donc, dans les paysages productifs, il y a Invisible, il y a Initium Maris, il y a la série Bulle, il y a une série qui s'appelle Ouessant sur la Bretagne, qui date de 2016, qui est la première série, qui est presque le début d'Initium Maris, en quelque sorte. Et il y a Kuroshio, qui est la série que j'ai fait avant de Tara sur le paysage. Mais le livre Invisible est la première publication sur les paysages productifs. Et donc, c'est en même temps un des livrables de la commande, mais c'est aussi... le livre, les images sont les images du projet Invisible et montrent le projet Invisible. Et après les textes, je dirais que dans les textes, on a une approche qui est un peu plus large, qui ne se limite pas, c'est-à-dire qu'il y a des images qui ne sont pas, on parle de la couleur de l'eau, on parle d'Initium Maris, qui ne sont pas du tout représentées dans les images. Ces projets n'apparaissent pas en images dans le livre, mais par contre apparaissent dans les textes. Parce qu'il y aura aussi d'autres livres qui viendront compléter, c'est-à-dire que Invisible fait partie d'un corpus plus large. Et ça, c'est aussi important.
Et d'ailleurs, c'est un choix que tu as fait dans l'exposition au FRAC, l'exposition qui devait se terminer là en janvier, donc le choix a été fait. Merci à toute l'équipe du FRAC d'avoir accepté, organisé pour pouvoir repousser les dates. Muriel, tu peux nous dire peut-être jusqu'à où ça sera? Jusqu'au 25 avril. On espère qu'on pourra ouvrir évidemment dans possible. l'intervalle et qu'elle pourra vivre encore quelques semaines pour le public. C'est vrai qu'Hélène évoquait cette très belle installation immersive qu'est la couleur de l'eau, où les espaces du FRAC prenaient vraiment pour la première fois le déploiement aussi de cette série qui est aussi tout à fait singulière aussi dans son projet et qui là nous renvoie à l'histoire du monochrome. J'ai évoqué aussi James Welling dans mon texte, mais peut-être tu peux aussi nous en dire quelques mots parce que c'est nous expliquer effectivement comment tu as conçu cette exposition qui ne sépare pas tes projets, qui permet de voir différents projets. Alors dans l'exposition, c'est vrai qu'il y a trois projets. Donc il y a un projet en quelque sorte qui est, on va dire, terminé, qu'on peut considérer comme terminé, même si déjà il n'est pas vraiment complètement terminé, mais, parce que c'est un peu sans fin, mais il est quand même, on peut considérer qu'il est terminé. C'est Invisible, donc qui est dans la salle du bas. Donc il y a les 162 km de côte. 162 km de côte, où il y a 70 images qui font le tour de l'espace d'exposition. Mais j'ai voulu prendre le bâtiment dans son ensemble et accueillir le spectateur dès l'entrée avec un travail que je mène depuis le nord, avec la station marine de Vimereux sur la couleur de l'eau, mais qui a été réalisé dans les Calanques. Donc c'est le travail que je fais avec les chercheurs dans le nord, mais c'est sur le territoire des Calanques, donc, où j'ai fait tout un travail sur les vitrages là, à l'entrée, qui vont teinter toute la lumière et l'atmosphère de l'entrée du FRAC. Et ensuite, quand on descend dans l'espace du FRAC, on a encore, il y a des vitrages, il y a un puits de lumière en haut, il y a aussi sur les vitrages des photos qui vont teinter aussi la lumière, donc on a un apport de lumière bleue qui vient du haut. En face, on a une grille qui est un ensemble d'images sur la couleur de l'eau encore, que j'ai prise dans les Calanques à différentes profondeurs en partant de la côte vers le large. Donc on a une sorte de coupe dans les masses d'eau, donc on est vraiment, on a une autre lecture du territoire, je ne vais pas détailler maintenant, mais qui est... quand même, je pense que tu peux expliker un peu, parce que je trouve que c'est... Ce qui est très important, comme c'est une image, je pense, qui a aussi beaucoup été utilisée, que beaucoup de personnes voient, et quand on arrive à l'exposition, c'est quelque chose de très frappant. C'est internet aussi. Oui, voilà. je dois dire c'est important quand même de l'expliquer, cette image. Je l'explique tout de suite, et par rapport à cet espace que j'ai voulu faire aussi, c'est que le sol, j'ai demandé à ce qu'on cire au maximum le sol, pour avoir vraiment le reflet à la fois de cette grille au fond, de la ligne, et qu'on ait vraiment un effet de surface aquatique. Donc on rentre dans un espace qui vit, je dirais, c'est pas juste ce qui est accroché sur les murs. Pour moi, c'était arriver à faire vibrer tout l'espace, tout l'espace du FRAC. Mais cette grille, donc elle raconte, tout à l'heure quand je parlais de cette transformation des paysages et de la question du local, tout au début de la résidence à Camargo, donc on est allé avec les agents du parc et du MIO plonger sur le rejet de Cortiou. Qu'est-ce que le rejet de Cortiou? Ce sont les eaux usées de Marseille qui se rejettent en plein cœur du parc des Calanques. Et donc qu'est-ce que dans les eaux usées, il y a un traitement des eaux, mais il reste énormément de substances, donc des nitrates, plein de choses qui vont en quelque sorte fertiliser les eaux, booster les eaux. Et donc on va avoir le vivant qui va exploser dans les masses d'eau. Parce qu'il faut juste, je reviens là-dessus, mais il faut savoir que ce qui détermine la couleur de l'eau, c'est principalement le vivant qui s'y trouve, c'est-à-dire
le phytoplancton, les microalgues, aussi les sédiments, les matières détritiques, mais les sédiments, alors évidemment quand on est à l'embouchure d'un fleuve, ça va être plutôt les sédiments qui vont prendre un petit peu plus d'importance, mais c'est aussi eux qui vont booster la production primaire, donc ces microalgues. Donc c'est ça qui va en partie donner cette teinte à l'eau et faire qu'elle soit plus verte, plus bleue, parfois plus blanchâtre, ça peut aller jusqu'au rouge, au jaune. Donc la couleur de l'eau nous informe en quelque sorte. On peut l'approcher de manière picturale en lien avec l'histoire de l'art, mais on peut l'approcher de manière très concrète et nous informe sur la composition du milieu. Et donc, à la sortie de Cortiou, ces rejets vont fertiliser les eaux, ce qui va faire qu'on a des blooms, ce qu'on appelle des blooms, cette fluorescence de phytoplancton, et on a une eau qui devient alors surtout l'été, plus l'été avec les chaleurs, mais qui va devenir très verte, et ce panache, on le voit sur, on va dire, 5, 6, 7 km le long de la côte, et à peu près 5 km vers le large. Et donc, ces images, je les ai prises en partant de la côte, donc de Cortiou vers le large, à différentes profondeurs, en regardant en fait en face de moi, toujours. En fait, là pour les images de couleur de l'eau, je ne plonge pas. Enfin, au départ, je plongeais, maintenant je plonge plus, je plonge juste l'appareil, et donc je le descends jusqu'à 30 mètres, en prenant des images à intervalles réguliers, et 200-300 mètres plus loin, 500 mètres plus loin, je refais une série, et il y a comme ça, il y a 14 colonnes sur 5 km, ce qui fait vraiment une coupe dans la masse d'eau, et on va passer du vert au bleu. Alors ici, c'est vraiment pour des raisons anthropiques, c'est-à-dire à cause de ces rejets anthropiques. Si on part des côtes, par exemple, bretonnes, où on va avoir, ou des côtes de la Manche, où on va avoir, parce qu'il y a beaucoup de brassage avec les courants, d'apport de sédiments, on va avoir une eau qui va être naturellement verte. Et si on va très loin, en fait, 200-300 km, on n'aura pas le bleu méditerranéen, parce qu'il est très spécifique, mais on aura le bleu de l'Atlantique, et on ira du vert au bleu de la même manière. Donc c'est pas une chose qui est spécifique, je dirais, on peut l'avoir de manière complètement naturelle, mais là on l'a condensé sur un petit espace à cause de ces rejets, parce qu'il faut savoir que dans cette zone des Calanques, on est sur des zones qui sont très très minérales, et on a a priori cette eau méditerranéenne qui est très très bleue, et on n'a donc pas ce vert. Donc c'est cette grille, elle est à la fois très picturale, mais elle nous donne beaucoup d'informations sur le milieu. Je voulais dire une autre chose sur la couleur de l'eau, mais ça m'est sorti de la tête. Ça me reviendra. Mais, oui, c'est juste une chose quand même qui est importante. Alors, la couleur de l'eau fait partie des paysages productifs, et il faut se dire que, alors, je vais nuancer ça, mais que la couleur de l'eau est le paysage principal qu'on va avoir sous l'eau. Parce que quand on a le fond, ça n'est que le fond. Il faut se dire que l'espace habitable dans l'eau, c'est ce qu'on appelle toute la colonne, enfin, c'est le fond jusqu'à la surface, c'est-à-dire toute la colonne d'eau. Et on a ce qu'on appelle la zone photique, c'est-à-dire la zone où on a de la lumière, qui va être ce que je nomme là comme le paysage le plus commun. Donc le paysage visible le plus commun, c'est ce qu'on peut voir dans la zone photique, donc de la couleur, ou du bleu ou du vert, suivant où on se trouve, et où on ne voit pas le fond, on ne voit pas la surface. Ça va être donc quelque part un monochrome, quelque chose de très pictural. Donc dans cette représentation du milieu sous-marin, c'est quelque chose d'essentiel. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de vivant. Le vivant, c'est bourré de vivant, mais le vivant, il va être visible dans la couleur, il ne va pas être visible dans sa structure. C'est-à-dire que la structure n'est pas visible à l'œil nu, et il est visible que par la multiplicité. Et donc ça c'est quand même quelque chose d'important. Et juste, je nuance ce que je viens de dire, c'est que le paysage le plus commun n'est pas visible, puisqu'on a 3800 mètres de moyenne dans l'océan de profondeur, et donc l'essentiel est dans le noir, n'a pas de lumière. Donc c'est juste pour relativiser ce que je veux faire. La limite de la zone photique, c'est entre 150 et 200 mètres. Ouais.
Mais pour continuer avec ces histoires de paysages et une imagerie de ces paysages sous-marins qui fait que tes images, elles viennent, elles nous rééduquent le regard d'une certaine façon, puisque oui, souvent les images sous-marines, c'est soit le poisson exotique, soit le plongeur, etc. Et moi, ce qui m'a frappé et ce dont on n'a pas parlé encore, c'est le deuxième volet de l'exposition, puisque tu montres ce projet invisible sur le parc national des Calanques, ce travail de la couleur de l'eau dès l'entrée du FRAC jusqu'à ce grand mur avec ce quadrillage de couleurs pures, et ensuite à l'étage ces paysages bretons. Et donc j'ai découvert cette forêt bretonne sous-marine dont j'ignorais cette présence aussi forte. C'est une véritable forêt en fait qui est montrée ici. C'est ce qui m'intéressait aussi dans l'exposition, c'est-à-dire se dire, parce que quand j'ai commencé aussi ces projets sur les côtes françaises, je me suis dit, ça me paraît, alors c'est bien d'aller loin, je trouve intéressant d'aller loin pour certains projets quand ils vont permettre de faire des choses qui ça peut alimenter, je dirais, des projets, mais je me dis que c'est bien aussi de travailler sur un territoire de proximité au maximum et qui n'est pas toujours... parce que je me dis aussi que quelque part quand on va à l'autre bout du monde, l'autre bout du monde c'est toujours le quotidien d'un autre. Donc quelque part explorer aussi son espace quotidien, c'est pas forcément inintéressant, c'est pas forcément mieux ou plus intéressant à l'autre bout du monde. Ce qui m'intéresse à l'autre bout du monde, c'est comment ça me permet de mettre en perspective un territoire ici. Mais donc il y avait donc cette idée de travailler sur les côtes françaises, mais en montrant les paysages sont très très différents, comme je disais, on ne les connaît pas. Et ça me paraissait important de pouvoir montrer en même temps ici des paysages de quelque part de proximité, puisqu'on n'est pas au bout du monde, on n'est pas dans les pays tropicaux, on est sur le territoire métropolitain en France, juste à l'autre bout de la France, en Bretagne. Et c'est un territoire de proximité, mais qui paraît complètement... on est complètement ailleurs, puisqu'on passe de quelque chose de très minéral dans les Calanques, quand même, à quelque chose qui est de l'ordre d'une forêt vierge. La Bretagne, sont des grandes forêts d'algues, de laminaires, hein, comme tout ce qu'on trouve dans les eaux froides et au nord. Il y a ce qu'on appelle en anglais les forêts de kelp, donc il y a toutes sortes d'algues différentes et qui sont absolument fascinantes. Parce que ce sont des forêts qui sont complètement en mouvement et c'est extrêmement dynamique. Et voilà, et ça me paraissait important, comme c'est un projet que j'ai commencé avant mais qui va se terminer après parce que le territoire est plus grand, c'est plus complexe à mettre en place, j'y passe pas mal de temps. Et de pouvoir montrer une étape de travail. Comme je le disais sur la couleur de l'eau, c'est une étape de travail, c'est un projet qui est en cours. Et sur la Bretagne, c'est aussi une étape de travail. Et les projets, normalement, devaient être bouclés complètement en 2022. On verra, parce que comme tout a tendance à légèrement glisser en ce moment, ça peut prendre peut-être un petit peu de retard, mais l'idée est de terminer les choses autour de 2022. Mais c'est vrai que ça donne c'est assez étonnant quand on passe du rez-de-chaussée à l'étage, de voir tout d'un coup ces paysages qui sont extrêmement différents, cette végétation qui est opposée. Et il y a un élément dont on a relativement peu parlé, c'est aussi, c'est vrai que quand on monte à l'étage, on se dit effectivement, on se pose tout de suite la question de la pollution, de l'impact de la pollution, et de toi qui plonges depuis quand même longtemps, ça fait plus d'une trentaine d'années que tu plonges, qu'est-ce que tu en perçois et qu'est-ce que tu perçois de cette fragilité, et non seulement au niveau un peu global des océans, mais et plus spécifiquement dans les Calanques. Oui, alors ce que je n'ai pas dit tout à l'heure, parce que j'ai commencé sur la couleur de l'eau, en disant qu'il y avait ce rejet qui fertilisait d'un côté, donc le vert était une fertilisation,
Mais la fertilisation, ça peut être quelque chose qu'on perçoit de manière extrêmement comme quelque chose de très positif. C'est bon, les nitrates, beaucoup, enfin, certaines substances qui vont fertiliser effectivement. Mais il faut voir que quand on observe toute cette zone, tout le trait de côte sur la zone de Cortiou, en fait, on n'a plus de faune et de flore fixées sur les roches, on n'a plus rien. C'est vraiment, tout est ras. Ça attire beaucoup de poissons. Ça attire beaucoup de poissons. Donc il y a énormément de faune, mais on a très peu d'organismes fixés et on voit que le paysage est complètement transformé par ce rejet et par les pressions de ce rejet. Donc, mais c'est pas, c'est visible sur le territoire de Marseille puisqu'on a cette proximité avec la ville, on est sur un parc national qui est un parc urbain donc c'est un contexte très particulier, mais c'est quelque chose qui a lieu partout. C'est pas spécifique à Marseille, sauf que ailleurs c'est plus dilué, ça va passer par les fleuves, ça va passer par plein ou des rejets qui sont moins visibles, mais c'est le même phénomène qu'il y a alors. Mais pour moi, c'est ce que je disais aussi tout à l'heure, c'est comment est-ce que de longer ce trait de côte et de voir comment ce paysage, en fonction des rejets, en fonction des anciennes usines, des pollutions qu'il y a eu énormément de pollution sur Marseille, comment tout ça est ancré, marqué dans le paysage, et lisible dans le paysage, au fil de ce parcours. Donc des pressions là qui sont vraiment locales. Et en même temps, il y a ces questions de pression plus globale dont on ne s'extrait pas, parce on voit aussi des zones dans le parc où le paysage, parce qu'il n'y a plus de pêche, parce qu'on préserve certaines zones, on a des zones qui se reconstituent, mais il ne faut pas oublier qu'on n'est pas une zone sous cloche et qu'on ne s'extrait pas de quelque chose de global. C'est-à-dire que, évidemment, le réchauffement, l'acidification qui sont à l'œuvre à l'échelle globale agissent sur ces espaces-là aussi. Donc on a une action locale, mais on ne peut pas, ça ne peut jamais être déconnecté du global. Quand on parlait des interactions tout à l'heure, on ne peut pas cloisonner les choses. Et ça, je pense que c'est vraiment une chose qui est très importante. Les choses ne sont pas, on ne peut pas les mettre dans des cases et elles doivent être interagissantes. Et c'est là aussi, je pense que justement, les artistes aussi, je pense, ont un rôle à jouer avec le regard qu'ils peuvent apporter, parce qu'ils permettent aussi parfois de déplacer un peu les choses et d'apporter des questionnements qui vont déplacer aussi les choses. Voilà. Oui, je vois Thierry qui veut prendre la parole, et puis on va peut-être, je vois l'heure tourne et on va peut-être s'arrêter, parce qu'après tout le monde, avec ce nouveau couvre-feu à 18h, tout le monde a un peu des préoccupations avant. C'était juste pour rebondir et enchérir évidemment par rapport à une question que posait Muriel sur en quoi ce travail a une résonance aussi du côté scientifique. Et c'est vrai que c'est un travail purement artistique, une représentation purement artistique du paysage sous-marin, et en même temps on peut en faire une lecture scientifique que le scientifique ne va pas faire directement, parce que les scientifiques, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont faire une analyse chimique d'un environnement, de l'eau. Ils ne vont jamais aller prendre la colonne d'eau en photo. Et à travers ce travail, ou à travers des paysages sous-marins comme celui-ci, on va pouvoir s'en emparer pour illustrer le travail du scientifique, même si ce n'est qu'une représentation artistique. Et nous, médiateurs, on va pouvoir intervenir en adaptant un discours scientifique sur un travail artistique. Et là, il y a une vraie richesse, et sur le long terme, ce travail, si on demande à Nicolas de revenir dans 10 ans, on aura encore une autre donnée scientifique à travers le travail artistique de Nicolas, ou d'un autre photographe. Oui, sur les questions alors après, je ne sais plus, on avait parlé des questions d'illustration, parce que je trouve que je me méfie beaucoup du mot illustration, qui n'est pas... parce que pour moi, c'est plutôt des recherches parallèles qui viennent dialoguer, plus que des questions d'illustration, et comment aussi des nouvelles représentations vont aussi générer de nouveaux questionnements. Parce qu'il ne faut pas oublier que les scientifiques aussi vont construire leur travail aussi à partir d'un imaginaire et d'un certain nombre de représentations.
C'est-à-dire que quelque part, quand je parlais tout à l'heure de l'héritage de Cousteau, on voit qu'il est très 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 présent dans les schémas de travail et de représentation des scientifiques. Et il y a tout un tas d'espaces, d'espaces qui ne sont pas interrogés. Je vois que même la semaine dernière, par exemple, et pour moi c'est assez intéressant de voir comment on parle d'un espace ou comment on parle d'une zone. On a fait, avec une journaliste, on est parti dans les Calanques, faire une visite du territoire. Et il y avait des agents du parc qui parlaient on parlait d'une zone, on était vers Cap Canaille. Et moi, quand je vois cet espace, qu'est-ce que je vois? Je vois les champs de Posidonie, je vois les grosses pierres, je vois les différents habitats, je vois comment c'est colonisé, je vois tout, on va dire, ce qui va composer en quelque sorte le paysage. Si on est sur un paysage terrestre, on va parler des arbres, des champs, de la végétation, voilà, tout ce qui s'y passe. Et la chose qui a été mentionnée par les agents du parc, c'est les cordes. C'est-à-dire, alors ça peut être le corbe, ça peut être le mérou, c'est une espèce de poisson. Alors, évidemment, on est en bout, quelque part, on est en bout de chaîne, c'est un indicateur. C'est un indicateur puisque alors on peut prendre le mérou qui est plus connu que le corbe, mais ça aurait pu être le mérou, mais le mérou va être un indicateur à un endroit. Mais on se concentre aussi, j'ai l'impression, tellement parfois sur cet indicateur-là, que tout le reste, on le regarde à peine. Et la transformation justement de ces milieux que j'ai observé, alors je l'ai observé en Bretagne, ici je n'ai pas d'élément de comparaison avec les Calanques parce que je n'ai pas plongé, j'ai pas fait de plongée il y a 20 ans dans les Calanques, donc en Bretagne, ça fait 40 ans que je plonge aux mêmes endroits où j'ai vu des paysages complètement basculés, mais dans des cadres de scientifiques, c'est-à-dire souvent les scientifiques vont prendre des zones mesurables, c'est-à-dire des images sur 1 mètre carré, dans un carré d'1 mètre carré, puisque dans ce mètre carré, on va pouvoir compter les espèces. Donc on a un espace mesurable, parce que souvent le scientifique lui a besoin d'avoir quelque chose de quantifiable. Et moi, ce que je fais n'est pas quantifiable. C'est là que c'est pas scientifique, mais que ça vient vraiment compléter le regard scientifique et qu'on se rend compte que... Parce que ça peut aussi orienter le regard... Et ça peut orienter le regard scientifique, mais le scientifique ne va pas... cette question, cet espace non quantifiable, il ne va pas du tout le privilégier, voir cet espace va être souvent inexistant. Mais on se rend compte après, quand les scientifiques cherchent à illustrer des recherches, qu'ils vont aller chercher dans une iconographie plus ancienne. Je pense récemment à par exemple, une étude qui a été faite sur le phoque en Angleterre, où on va étudier le phoque dans les peintures de Turner. Donc comme quoi, où on va aller chercher à un moment donné dans une iconographie, parce que l'iconographie qu'on a, c'est l'iconographie artistique, et qui est beaucoup moins ciblée. C'est vrai que moi, en tout cas en tant qu'éducateur, j'ai commencé à me poser vraiment des questions sur la pêche quand j'ai vu des images de peinture anciennes il y a 2 siècles où on avait pêché le thon à la main, juste devant la mangrove. Mais pour reprendre ce que tu disais, il y a quelque chose qui reprend du discours que nous avons même eu. C'est-à-dire qu'on peut dire que dans les Calanques, c'est très minéral, c'est rare, etc. Et que les paysages bretons ont une forme luxuriante, etc. Mais il ne faut pas se tromper. C'est-à-dire que... il ne faut pas se tromper. C'est-à-dire que c'est une façon de parler et la production d'oxygène, la biodiversité, la présence comme ça font que aussi ce paysage qui nous semble différent, plus rare, est quelque chose de très très riche, et peut-être même en variété d'espèces, plus riche encore, en production d'oxygène peut-être plus riche encore aussi, à varier, c'est dans les cas évidemment. Mais c'est là aussi que la façon dont on approche les choses avec le regard qu'on porte, de manière générale, c'est un petit exemple entre nous, fait que
on y arrive toujours avec un a priori. Et cet a priori existe dans la question scientifique, il existe dans la question artistique, il existe dans la représentation. Et c'est vrai qu'on doit pouvoir les mettre à mal si on veut changer globalement notre relation à la nature et notre relation au vivant. Et accueillir le vivant dans notre façon de produire. Bien sûr. C'est vrai qu'il y a des vraies perspectives complémentaires entre artistes et chercheurs et d'imaginaire. Et peut-être je suis un peu sur. Regardez l'heure qui tourne. Je me dis peut-être un mot de la fin. Et puis après il faut venir voir l'exposition surtout. Quand elle sera ouverte. Un mot de la fin. Enfin, moi je dirais que c'est une très belle aventure qui a commencé il y a longtemps, qui souvent, en parlant de Camargo, parce que j'ai passé pas mal de temps à Camargo, qui est un endroit très très agréable et où j'ai eu la chance de pouvoir revenir régulièrement. Et moi je disais en plaisantant, comment on fait pour revenir régulièrement à Camargo? On fait un projet qui se termine jamais. Et tout ça pour dire que ce projet, et à la fois on arrive à la fin d'Invisible d'une certaine manière, mais aussi qu'une étape dans le travail aussi, je pense, sur la Méditerranée, où il y a prévoit d'autres choses. Et je pense qu'avec tous les acteurs sur le territoire, où cette expérience a été une très très belle expérience qui je dirais, avec le temps, on va dire depuis 2012, pour moi, tout se renforce et je pense que voilà, les choses ne s'arrêteront. Enfin, je pense que les choses ne s'arrêteront pas là. Donc que ça, voilà, comme je disais, les projets se suivent et sont. Et puis on a encore aussi on n'a pas encore complètement terminé la mise en place des images de la commande. Et puis donc effectivement il va y avoir donc là le travail est visible donc quand le FRAC pourra réouvrir et l'exposition est là jusqu'au 25 avril. Donc ça, il faut regarder sur le site du FRAC pour avoir les informations. Dans l'intervalle au site où on trouvera d'ailleurs le très bel entretien que tu as fait avec Pascal Neveu, mon prédécesseur, qu'on salue d'ailleurs et qui a accompagné le projet. Et aussi renvoyer à la publication de Roma, qui est un magnifique ouvrage qu'on trouve dans toutes les bonnes librairies, celle du FRAC quand elle rouvrira, et qu'on trouve aussi en ligne et qui donne vraiment l'ampleur de la commande à travers cet ouvrage. Donc les 50 tirages, on est en train de finir là avec Nicolas, Thierry et Francis, vraiment le tour des différents lieux, et après l'idée c'est d'aller installer les tirages dans les lieux. Donc la liste sera bien sûr aussi disponible sur les sites respectifs, aussi bien du parc de Pithéas, de Camargo que du FRAC. Et après, ce dont on a un peu parlé, c'est qu'on a fait 2 fois 1000 posters, qui là principalement vont quand même aller beaucoup dans les écoles et dans les collèges, avec vraiment une idée de rendre visible ce qui est invisible, et encore une fois que ça aille, comme Nicolas disait, que ça aille vers les publics. Et puis je veux quand même aussi vraiment remercier évidemment le ministère de la Culture, mais tous les partenaires, la Fondation Carasso et les nombreux partenaires du projet Invisible et des différents projets qui sont montrés au FRAC, parce que la liste est très longue, donc je ne peux pas citer tout le monde, mais on retrouve tous les partenaires sur le site du FRAC aussi et à l'entrée de l'exposition. Mais ce sont des projets qui impliquent aussi beaucoup de gens, beaucoup de structures.
il y a un travail de terrain très important. C'est un travail de terrain et un travail sur les territoires, vraiment, mais qui aussi implique les gens de plein de manières. Et je remercie tous ceux qui s'investissent dans mes projets. Voilà. Merci beaucoup et puis à bientôt. Non. Au revoir. Au revoir.